Naruto était le personnage principal de la franchise. Que ce soit dans son manga ou dans Shippuden, on l'a suivi depuis qu'il était petit. On a découvert par la suite la tragique histoire de sa naissance et les épreuves qu'il a vécues en étant enfant. Puis on a eu la chance de le voir grandir en accomplissant ses rêves et en surpassant tous les ninjas que le monde ait connus. Et une fois qu'il est devenu Hokage, même si ce n'était pas lui le personnage central de l'histoire, vu qu'il a laissé la place à la future génération en la personne de son fils Boruto, ce dernier avait tout de même une très grande importance dans le récit. Mais à présent, tout ça est terminé. Pour la première fois, Naruto quitte officiellement le manga et ça risque de durer longtemps avant qu'il revienne sur le devant de la scène. En tout cas, c'est la fin pour Naruto en tant que personnage central de l'œuvre. Et vous allez tout savoir sur ce qui lui est arrivé dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a causé sa chute et sa fin précipitée? Où se trouve-t-il à présent et fera-t-il son retour? Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Le manga Boruto devient de plus en plus intéressant et on va s'attarder aujourd'hui sur ce qui est arrivé à Naruto et Hinata en essayant d'éclaircir vos interrogations. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture du jour. Citez-moi au moins 3 sensei dans Naruto ou Boruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. La chute de Naruto et sa disparition. Pour comprendre ce qui a causé la perte de Naruto, il faut revenir au début des événements importants du manga Boruto. Après avoir emprisonné les bandits Mujina, Konoha découvre l'existence de l'organisation Kara. Et suite à plusieurs recherches et diverses missions de la part de l'équipe 7, il tombe sur un mystérieux garçon surpuissant et il s'agit de Kawaki. Et c'est bien sa rencontre avec ce jeune garçon qui va tout changer dans la vie de Naruto. Car il va prendre une décision très importante en prenant Kawaki sous son aile. Un choix qui n'avait pas fait l'unanimité. Et au contraire, Shikamaru a répété à plusieurs reprises que ce n'était pas une bonne idée. Et il insistait sans cesse qu'il fallait surveiller Kawaki en permanence. Car on ne savait pas de quoi il serait capable. Mais Shikamaru, tout comme les autres Kage, ont décidé de s'en remettre à Naruto. Qui leur a demandé de lui faire confiance et qu'il allait en prendre les responsabilités. Kawaki va alors être hébergé chez les Uzumaki et petit à petit il deviendra un membre à part entière de cette famille. Et au fil du temps, Kawaki a commencé à vouer une admiration profonde pour Naruto, qui est devenu le centre de son univers et le symbole qu'il doit protéger à tout prix. Et bien qu'il ait vécu plusieurs rudes épreuves depuis son arrivée à Konoha, il a commencé à s'y plaire. Dans le chapitre 60, lorsque Kawaki était sur les statues des Hokage, il dit ceci en s'adressant à Naruto: j'aime bien cet endroit. Ce n'est pas mon genre de dire ça, mais j'aime la vue de cet endroit. J'aime regarder d'ici le village que tu protèges. Mais il trouvait qu'il n'avait pas sa place dans ce monde, ni dans ce village, ni ailleurs. Où qu'il aille, il se sentait comme un étranger. Donc malgré ce qu'on pourrait penser, Kawaki aime le village de Konoha, et il tient énormément à Boruto Himawari. Mais il a été clair, Naruto passe avant tout le monde. C'est sa priorité numéro 1, quitte à devoir mettre en péril la vie de ses proches, ou si ça devait mettre en danger le village. Il mettra toujours Naruto avant toute chose. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point qui a causé la chute de Naruto. Le premier était bien sûr sa rencontre avec Kawaki. Mais au fond, l'accueillir n'était pas forcément une mauvaise idée, vu que ça leur a permis d'en apprendre plus sur Ishiki et de vaincre les membres de Kara. Mais la véritable raison qui a mené à sa perte, c'est en même temps sa bonté et sa naïveté. Sa bonté l'a poussé à prendre un garçon étranger sous son aile sans se poser de questions, du moment qu'il l'a vu en difficulté. Et sa naïveté l'a aveuglé et l'a empêché de se rendre compte que l'amour de Kawaki pour lui était excessif et qu'il devenait de plus en plus instable. Shikamaru et Sasuke ont prévenu Naruto à maintes reprises et il lui rappelait sans cesse qu'il était trop tendre et qu'il fallait être plus dur dans ses décisions. Après, remettons les choses dans leur contexte. Il est vrai que c'est grâce à sa bonté et à sa gentillesse qu'il a réussi à ramener Nagato ou encore Obito à la raison par le passé, avec le célèbre Talk no Jutsu. Et ça a aussi évité à Sasuke de sombrer définitivement dans les ténèbres. Et c'est bien ce caractère de Naruto qui influence les gens qui l'entourent, comme durant la Grande Guerre Ninja. Et je pense qu'il a même inspiré des personnes de la vraie vie. Par contre, le problème, c'est lorsqu'il est devenu Hokage, il a toujours gardé en grande partie la même attitude. Ce qui n'est pas mauvais au fond. Mais lorsqu'on est chef d'un village, on ne doit pas laisser nos sentiments influencer sur nos agissements. Mais de son côté, Naruto a continué d'écouter son cœur et non sa raison. Par exemple, si Tobirama était Hokage à sa place, il n'y a aucun monde où il laisserait Kawaki agir librement. Et il aurait pris des décisions plus radicales depuis longtemps, avant que tout ne dégénère. Parce que réfléchissons 2 secondes. Naruto n'a même pas réalisé que Kawaki devenait ingérable et qu'il devenait dangereux pour lui. Car rappelons que ce dernier possède des pouvoirs qui surpassent les siens. Et oui, que ça nous plaise ou non, pendant que Naruto perdait en puissance avec la mort de Kurama, Kawaki lui devenait de plus en plus fort en s'appropriant les pouvoirs d'Ishiki. Mais à aucun moment Naruto n'a pris les mesures nécessaires. Le seul qui a essayé désespérément d'éviter que le pire arrive, c'est bien Shikamaru qui a prévenu tout le monde en répétant encore et encore
d'accord qu'il fallait se méfier de Kawaki. Mais à chaque fois qu'il allait à son encontre, Naruto l'empêchait d'agir et tout le monde le contredisait à ce sujet. Mais au final, Shikamaru était loin d'avoir tort. Et les amis, petit conseil, ne soyez pas comme Naruto. Lorsqu'un mec qui a 5 fois votre intelligence vous dit de faire attention, ça serait bien de l'écouter. Mais encore une fois, Naruto a écouté son cœur au lieu de prendre en considération les avertissements de son bras droit doté de 400 d'IQ. Et les amis, maintenant c'est décidé, je crois en toutes les théories qui sortent de la bouche de Shikamaru. Il a dit qu'il fallait se méfier de Kawaki et les événements récents lui donnent raison. Et je rappelle qu'il avait dit qu'Amado va nous la faire à l'envers. Les amis, préparez-vous, la trahison d'Amado est très proche. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shikamaru le théoricien. À partir de maintenant, je vais essayer de recycler toutes ces théories pour être sûr d'avoir raison. Bref, revenons sur Naruto. Je ne dis pas qu'il aurait dû être aussi radical que Tobirama, mais il aurait dû trouver un juste milieu, ce qu'il n'a malheureusement pas réussi à faire. Et il sera sûrement blâmé plus tard là-dessus. Parce que si quelque chose de dramatique arrive au village à cause de Kawaki, c'est dur à dire, mais Naruto serait fautif. Car il a dit que Kawaki était sous sa responsabilité, mais finalement il n'a pas réussi à le gérer. Et il est à présent devenu le danger numéro 1, que ce soit pour Konoha ou pour les autres villages. Maintenant qu'on a abordé les raisons de sa chute, parlons rapidement de sa chute en elle-même. Dans le dernier chapitre, Kawaki s'introduit dans la maison de Naruto et Hinata, et il leur dévoile son objectif ultime, qui est d'éradiquer toute l'espèce des Otsutsuki en les exterminant un par un, sans aucune exception. Ce qui voulait dire que Boruto était inclus dans la liste. Et après les pleurs d'Hinata et la colère de Naruto, les parents de notre cher Boruto ont voulu barrer la route à Kawaki. Et après une longue réflexion qu'il avait faite en amont, Kawaki décide de les envoyer dans une autre dimension afin qu'ils soient en sécurité. Et il s'agissait probablement des au revoir de Kawaki pour Naruto. Ou peut-être des adieux, car on ne sait pas s'ils se reverront un jour. Le scellement de Naruto. Est-ce un bon choix de la part de Kawaki? Il faut savoir que Kawaki a une vision des ninjas et du système shinobi très différente de celle de Naruto ou Boruto. Et ce n'est pas un hasard s'il dira dans le futur que l'ère des shinobi est révolue, comme on le voit au début avec le time skip. Et l'anime a fait du très bon travail, car on a plusieurs arcs supplémentaires qui nous montrent Kawaki découvrir le monde des ninjas. Alors tout a commencé plusieurs semaines après la mort d'Ishiki. En voyant Kawaki dénigrer les genin qui se préparaient à l'examen Chunin, Naruto lui propose de venir observer les combats de la phase finale. Et c'est là qu'il a commencé à se rendre compte des efforts et de la détermination qu'avaient les ninjas pour devenir de plus en plus forts. Ensuite, il commence à réaliser ses propres missions. Et pour être honnête, c'était loin d'être le partenaire idéal, vu qu'il réglait tout par la violence. Et il était désintéressé par tout ce qui l'entourait et faisait même la sieste pendant que ses coéquipiers accomplissaient la mission à sa place. C'est franchement loin d'être le coéquipier idéal. Mais tout va changer avec sa première mission de Ronsei, où il devait escorter avec l'aide de Shikadai et son équipe un certain Mozoku. Il s'agissait en fait d'un ninja médecin qui devait transporter un médicament important, mais il était poursuivi par des assassins. Et du coup, il a demandé à Konoha de le protéger. Mais au cours du voyage, à cause des mauvais choix de Kawaki, qui refusa d'écouter son capitaine Shikadai, Mozoku va perdre la vie sous les yeux de Kawaki, qui va se sentir énormément coupable. Et c'est là qu'il a appris la cruauté du monde shinobi et jusqu'où va la détermination des ninjas qui sont même prêts à mourir pour accomplir leur mission. Et cette première vraie mission va l'impacter, comme la mission d'escorte contre Zabuza qui a impacté Naruto par le passé. Et il va commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'un shinobi. Puis durant l'arc Funato, il va faire la rencontre d'un clan de ninjas qui était prêt à tout pour atteindre leur objectif. Et c'est là qu'on voit la différence de mentalité entre Kawaki et Boruto. Car ce dernier sera le seul à dire que malgré les cruautés qu'ils font subir aux autres, ils ont leurs raisons. Et si ces raisons sont bonnes, ça justifie les moyens utilisés. Il propose même à Boruto de les tuer avant que ce soit eux qui les attaquent. Pour lui, c'est tuer ou se faire tuer. Il ne se demande pas si ce qu'il va faire pour atteindre son objectif est bien ou mal. Ce qui compte pour lui, c'est justement est-ce que son objectif est bien ou mal. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Kawaki dans le manga. Oui, c'est vrai qu'il a emprisonné Naruto et Hinata, mais son objectif est de protéger Naruto. Et ça, c'est faire le bien. Maintenant, sur le comment il va le faire, ça l'importe peu, tant qu'il arrive à réaliser son objectif. Et pareil dans l'arc qu'on a eu récemment dans l'anime, où il fallait protéger la princesse Kae, on voit qu'il adopte la même attitude. Afin d'accomplir sa mission, il était prêt à tout. Encore une fois, la fin justifie les moyens. Bref, revenons à l'essentiel. Est-ce que Kawaki a vraiment tort? En fait, avec tout ce que je vous ai dit juste avant, vous voyez que les différentes expériences que Kawaki a eues avec le système shinobi dans l'anime avaient pour objectif de le pousser à se familiariser avec les ninjas et de devenir un shinobi à part entière. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Tout ce qu'il a vécu en côtoyant les ninjas l'a poussé à rejeter ce système. En réalité, sa perspective se rapproche plus de celle
celle de Madara que celle de Naruto. En tout cas, en moins vis-à-vis du système Shinobi. Parce que tout comme Madara, Kawaki constate les failles du système, que même Naruto n'a pas pu changer. Et comme le dit très bien Madara, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit, plus on prend conscience d'une chose. La vie dans ce monde est souvent synonyme de douleur et de souffrance. Et Kawaki arrive petit à petit à la même conclusion. Et il dit dans le dernier chapitre que les ninjas sont souvent ceux qui meurent en premier. Et de ceux qu'on a vus dans Boruto, même après la 4e grande guerre ninja et la soi-disant paix, les conflits ont continué et les guerres entre petits villages ne s'est jamais arrêtées. Les shinobi n'ont même pas réussi à faire la paix entre eux. Donc imaginez si une menace extérieure plus grande et puissante comme les Otsutsuki continuait à surgir. Ça serait définitivement la fin des shinobi, car ils seront dans l'incapacité de protéger quoi que ce soit. Et là-dessus Kawaki n'a pas tort. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand on voit les plus grands shinobi, ils sont pour la plupart morts très tôt ou tragiquement durant un affrontement, voire les deux. Quand on voit Asuma, Jiraiya, Minato, Kushina, Neji, Itachi ou encore Shisui, ils sont pour la plupart morts très jeunes et ils sont décédés en suivant la voie des shinobi et en continuant à perpétuer leurs idéaux. Et en réalisant ça, Kawaki veut tout simplement éviter que Naruto finisse de la même manière et que son nom ne s'ajoute pas à la grande liste des légendes qui sont morts au combat. Et que les choses soient claires, Kawaki ne veut pas que Naruto vive éternellement. Il sait que ce n'est pas possible. Ce qu'il veut, c'est faire en sorte qu'il ne meure pas de façon tragique. Son plus grand souhait, c'est que Naruto vive et vieillisse paisiblement et qu'il ait une mort naturelle et non précipitée. Et les amis, soyons honnêtes, si Naruto restait et participait à la guerre contre Code, ou bien aux futures guerres contre les Otsutsuki, c'est évident qu'il ne survivrait pas à toutes ces batailles et qu'il se sacrifierait tôt ou tard afin de protéger les siens. Les amis, arrêtons de nous voiler la face. Naruto n'a plus Kurama et ce n'est pas avec le mode ermite de seconde zone qu'il va se battre contre les fous furieux d'Otsutsuki qui auront la planète Terre comme objectif. Et ce n'est sûrement pas les autres shinobi qui sauveront Naruto. Car rappelons que l'un des plus grands principes des shinobi, c'est de protéger leur roi au péril de leur vie, comme l'a enseigné Asuma à Shikamaru. Mais le roi qu'ils se doivent de protéger n'est pas le Hokage, mais plutôt l'avenir. Les ninjas ont donc cette mentalité de sacrifier leur propre vie au moment présent afin d'assurer un bon avenir pour la génération future et ainsi de suite. Mais en réfléchissant comme ça, Naruto périra tôt ou tard tant qu'il y aura des ennemis dangereux pour lui. Et du coup, pour toutes ces raisons, Kawaki est arrivé à la conclusion qu'il fallait abattre l'ennemi. C'est tuer avant de se faire tuer, attaquer avant de se faire attaquer. De toute façon, les Otsutsuki vont continuer de vouloir le fruit de chakra de la planète Terre. Et Momoshiki continuera de poser des problèmes avec le corps de Boruto. Donc la solution définitive, c'est d'attaquer en premier et les mettre tous hors d'état de nuire. D'ailleurs, j'ai vu que les fans sont en rage sur Kishimoto pour avoir décidé de faire disparaître Naruto. Et pareil dans les commentaires, un grand nombre d'entre vous ne sont pas forcément pour ce choix. Et en vrai, je vous comprends. On a tous suivi Naruto depuis tant d'années. Et on ne parle pas de n'importe qui. Pour beaucoup, Naruto est plus qu'un personnage fictif. Avec sa volonté et sa détermination, il a réussi à nous transmettre de vrais messages et a eu un impact réel sur les lecteurs. Mais il faut comprendre que pour le bien de l'histoire, les auteurs se devaient de faire ce choix. Ils auraient pu aller dans la facilité et faire du fanservice avec des personnages qu'on kiffe, mais ils ont privilégié la qualité. Ils ont osé faire disparaître Naruto pour construire quelque chose de grand avec la nouvelle génération. Et malgré qu'on sous-estime tous ces nouveaux shinobi, il faut se dire que Naruto a lui-même dit qu'il ne trouvait pas la nouvelle génération faible et au contraire, il est convaincu qu'un jour, ils les surpasseront en tant que shinobi. Mais bref, maintenant intéressons-nous à ce qui va devenir de Naruto et Hinata. Où sont Naruto et Hinata et que vont-ils devenir? Naruto et Hinata ont été envoyés dans une autre dimension par Kawaki grâce au pouvoir qu'il a hérité d'Ishiki. En fait, pour bien comprendre, il faut se focaliser sur deux des nouvelles facultés de Kawaki. La première est le Sukuna Ikona, qui est un dojutsu qui permet de rétrécir instantanément toute matière non vivante dans son champ de vision et de le ramener à sa taille initiale autant de fois qu'il le souhaite. Et c'est ce qu'a fait Jigen contre Naruto et Sasuke avec ses pieux noirs. Il y a aussi le Daikokuten qui est un dojutsu qui permet à son utilisateur de stocker les objets qui l'a rétréci avec le Sukuna Ikona dans une autre dimension où le temps ne s'écoule pas. Maintenant, le souci avec Naruto et Hinata, c'est que j'hésite entre deux possibilités. La première, c'est qu'ils ont été envoyés dans une dimension similaire à celle où Jigen avait scellé Naruto. Et il faut se dire que ce genre de dimension sont, comme l'explique Jigen, des mondes où Konoha n'existe pas. En fait, il faut se dire qu'il y a un univers immense et dedans il y a plusieurs dimensions. Et ce qu'on a suivi dans la grande partie de Naruto et Naruto Shippuden, ce n'est qu'une dimension parmi tant
d'autres. Et là du coup Naruto serait dans une autre dimension en compagnie d'Hinata. Mais le problème avec cette hypothèse, c'est que ce serait un move risqué de la part de Kawaki, parce qu'il y aurait plusieurs moyens pour eux de revenir. Déjà Boruto avec son Kama peut se déplacer dans les dimensions en cherchant le chakra de Naruto jusqu'à le retrouver. Et il y a sûrement d'autres moyens comme l'invocation inversée qu'a utilisé Kashin Koji afin de s'échapper de la dimension de Jigen. Et pour rappel, c'est une technique spatio-temporelle où c'est l'invoqué qui invoque l'invocateur. J'espère que je vous ai pas perdu. En tout cas, c'est comme ce qu'a fait Gamakichi qui a pu invoquer Naruto au Mont Myoboku. Donc tout ça montre que la première hypothèse a des failles. Et sans oublier qu'ils risquent de mourir de faim. Sauf si Kawaki les approvisionne chaque jour, et je ne suis pas sûr que Kawaki souhaite devenir leur babysitter. Donc j'arrive à ma deuxième théorie, qui est la plus probable à mes yeux. C'est que Kawaki a utilisé le Daikokuten, c'est-à-dire qu'il les a envoyés dans une dimension où le temps est figé, et personne ne peut y accéder. Pas même Boruto avec son Kama. Et vu que le temps ne s'écoule pas, Naruto et Hinata n'auront pas besoin de se nourrir, et ils ne vieilliront pas. Un peu comme Toneri qui a été emprisonné par Urashiki pendant 10 millénaires. Et pour le moment, le Daikokuten a été utilisé uniquement sur des objets. Donc on ne sait pas si ça marche sur des êtres vivants. Mais moi en tout cas, je n'ai rien trouvé qui contredise ça. En tout cas, dans cette hypothèse, ce qui risque d'être très intéressant, c'est qu'à leur retour, ils auront l'impression que ça a duré que quelques secondes, mais en réalité, des années se seraient écoulées. Et imaginez la dinguerie monumentale. D'un coup, Naruto se réveille pendant un désastre, avec le village de Konoha détruit. Puis il apprend par exemple que plusieurs de ses compagnons proches sont morts, comme Sasuke, Shikamaru ou Kakashi. Et ensuite avec Hinata, ils retrouveront Boruto et Imawari, qui auront grandi en leur absence. Bref, ça annonce du très très lourd. Mais avant ça, ce qui nous attend dans le présent, c'est la réaction des autres personnages. Déjà pour Boruto, la prophétie de Momoshiki commence à se confirmer, vu que le pauvre va se rendre compte qu'il ne va peut-être plus jamais revoir ses parents. Et il se retrouve donc orphelin avec sa sœur. Et à mon avis, ce n'est que le début de ses malheurs. Et bien sûr, n'oubliez pas la réaction de Shikamaru, Sakura, Ino, Rock Lee ou Kakashi. Mais moi perso, j'ai vraiment hâte de voir comment va réagir Sasuke en apprenant que son meilleur ami et compagnon de toujours a disparu. Surtout qu'il y a une grande possibilité que Sasuke meure au cours de cette bataille. Et pour moi, il n'y a rien de plus triste qu'un Sasuke qui meurt sans revoir Naruto. Mais bref, on abordera tout ça une autre fois. Je vous prépare aussi une théorie sur le prochain Hokage, car logiquement Naruto devrait être remplacé temporairement. Donc les amis, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. Ma chaîne secondaire est en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuru.